Il est actuellement 17 heures. Ah, merci Florence. Qu'est-ce que tu vois là? Ces photos de femmes brésiliennes. Je ne sais pas si c'est une brésilienne. Ça, hein? c'est une femme magnifique. Ah oui, elle est comment? Avec les cheveux noirs. Oh. Elle a Et qu'est-ce qu'elle fait? la main sur la lèvre. Ah oui. Et il y a des effets de lumière autour d'elle. Mais peut-être c'est pas de Brésil. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a comme... Celle-ci à côté, c'est une... Elle a un air un petit peu asiatique, mais c'est peut-être une brésilienne. Ah oui, peut-être, oui. Elle a peut-être un parent d'origine vietnamienne. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Et celle-ci, c'est une brésilienne avec des cheveux frisés. Ah oui. Un peu presque méditerranéenne ou ah bon. Afrique du Nord. Oui, oui. Il n'y a que des femmes, il n'y a pas de paysages aussi, non? Pour l'instant, il y a des portraits. Oui, des portraits. Et il y a des animaux, regardez. Ah, c'est quoi, ça m'intéresse. Tu peux me décrire? C'est une sorte de perroquet, c'est un perroquet. Un instant. Ah, salut, salut, salut. Entrez, entrez. J'ai eu 2 accidents. D'abord, j'ai perdu la vue sur l'œil gauche après un jeu avec une branche qui m'a percé l'œil. Et un an plus tard, j'ai trouvé un détonateur. Je connaissais toutes les armes, mais pas le détonateur de mine. Je tapais dessus, ça a explosé et ça m'a privé de la vision de l'œil droit. Donc presque dans un intervalle moins de 12 ans, j'ai perdu le regard sur les 2 yeux. Quand la photographie est devenue ma préoccupation, j'étais au lycée. Et à cette époque-là, ma sœur a acheté un appareil russe, Zork 6, elle me l'a prêté. J'étais déjà aveugle et je voulais faire comme tout le monde, aussi photographier. Et j'ai pris en photo quelques filles qui m'ont plu. Et le maître qui a révélé la pellicule a dit « il y a des images ». Et pour moi, c'était vraiment comme un miracle. Alors, c'était mes premières photos comme ça. Parce que je voulais faire la même chose que les autres. Je ne voulais pas accepter le fait que je sois aveugle, pourtant je l'étais. Et je le suis toujours. Mais alors, Eugène, vous pouvez m'expliquer comment vous prenez une photo? C'est très difficile, je vais m'efforcer. Tout d'abord, il faut que je connaisse un peu l'objet de désir, c'est-à-dire votre tête, pour l'image, je veux dire. Hein, voilà, c'est quoi ça? Ah, ça, je ne sais pas, on va voir. Noir. Ah, vous êtes brune. Ah, ça... C'est vrai, non? Oui, 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 à peu près. Oui. Bon, d'accord. Et maintenant, je dois prendre l'appareil, vous voyez. Vous le dirigez vers vous, n'est-ce pas? Comme ça, plus ou moins. Voilà, comme ça. Alors la tête est là, voilà, un beau sourire s'il vous plaît. Et voilà, comme ça, et encore une photo, comme ça, pour sécurité, n'est-ce pas? Parce que la technique, hein, vous êtes vraiment superbe. Quand je choisis les modèles, je fais attention à ce que mes modèles, surtout les femmes, n'ont pas seulement une intelligence de l'esprit, une spiritualité, mais aussi une intelligence de corps, la sagesse du corps, pour pouvoir se montrer à quelqu'un qui ne voit pas. Когда мы познакомились с Евгением, и он сказал, что ему нужна модель, я сначала тоже так немножечко засомневалась, как это будет происходить, потому что он ничего уже не видит. Он выставил аппаратуру и попросил меня встать за аппаратуру, а он садится на мое место модели. И когда я села, он говорил: посмотри, вот сейчас снизу есть что-то, есть граница, или сверху есть граница.
Я говорю, да, нормально, вот, фиксируй. Я фиксирую. Ну и потом выключается весь свет. Я сажусь на свое место модели, и мы работаем в полной темноте. Я ничего не вижу. Я понимаю, что я нахожусь в таком же состоянии, как и он, в полной темноте. Это было такое творчество, это как танец. Я была впервые в жизни свободна с фотокамерой, так же, как я свободна, когда я танцую. C'était la première fois que je voyais un portrait d'elle où il y avait autant sa personnalité. Elle était photographiée à vif, ce qu'elle était, elle, vraiment. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a fait un portrait d'elle où elle est exactement elle. Et j'ai adoré cette photo-là. Et je lui avais dit à l'époque, mais tu sais qu'il t'a croqué, mais tel que tu es. Et c'est très beau. Mais ce qui est saisissant, c'est au début, c'est de se dire, mais comment on peut faire quelque chose sans le valider soi-même? Donc ça, c'est ma nièce Véronica que j'ai photographiée sur un champ que j'ai vu autrefois. Je lui ai demandé de courir, de danser. Elle avait sur elle une petite clochette que j'écoutais. Donc en réalité, j'ai photographié la clochette, mais la clochette ne se voit pas. Alors c'est une photographie de l'invisible. Je ne photographie pas les femmes nues, mais je photographie les femmes qui sont mortelles. Parce que être nu, selon la Bible, signifie devenir mortel. Lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont compris qu'ils étaient nus, au même moment, ils ont compris qu'ils sont devenus mortels. Ça veut dire dans le temporel. Et photographier la nudité d'une femme signifie photographier sa mortalité. C'est en même temps très beau et très tragique. Il y avait toujours des gens qui étaient un peu idéalistes, qui m'ont sollicité pour les expositions, comme par exemple Max Sagnol, qui m'a fait inviter en Allemagne. Je le connaissais comme philosophe et à l'époque, il ne m'a pas dit qu'il photographiait. Je n'aurais jamais cru qu'il photographiait. Donc là, c'était en 82. Plus tard, en 89, j'ai vu son nom dans Le Monde comme photographe qui exposait à Strasbourg. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais tu photographies? Et il ne m'avait pas dit, je ne savais pas qu'il photographiait. Mais Max Sagnol, c'était pour moi très important parce qu'il m'a invité à l'Institut français. À l'époque, en France, on ne m'a pas tellement invité. J'étais directeur de l'Institut français de Dresde en 90 et j'ai décidé de l'inviter. Un des premiers artistes que j'ai invité, c'était Eugène Bauchar. Et à l'époque, quand je disais je voudrais inviter un photographe aveugle, on m'a dit mais c'est pas possible, on s'est moqué de moi. Et j'ai dit si, c'est un excellent photographe, c'est de la très très grande qualité, c'est un vrai artiste. Meine Fotos bestellen ist mehr für mich, wenn sie auch für andere bestellen. Und wie Lacan sagte, lieben heißt, etwas zu geben, was man nicht hat, an jemanden, der es nicht will. Das ist ein bisschen ein Fall. Ja? Et on peut dire que ça a été une de ses premières expositions qui l'ont un petit peu, enfin lancé, j'exagère, mais qui ont contribué à le faire connaître. Après, bien sûr, j'ai exposé aussi en France, et maintenant un peu partout, au Japon, au Brésil, au Mexique. Mais c'était important, c'était une forme de complicité. Lorsque Max m'a invité, parce que lui, il est aussi philosophe. Il m'a compris aussi en tant que philosophe, et que pour moi, la photographie, c'est pas seulement une affaire technique, mais aussi une affaire de réflexion sur l'image, sur les possibilités techniques, sur le statut de la photo, sur la photo en philosophie, etc. Donc, de façon plus large. En fait, c'est des passeurs. Ces gens-là sont des passeurs. C'est comme s'ils donnaient la permission d'eux. Ils ont fait un sillon dans le sol, hein, et puis après on peut rentrer dans le même sillon. J'ai réfléchissé, en fait il y en a peu d'autres qui m'ont donné envie de faire des images.
c'est vraiment quelque chose qui m'a fait franchir un pas. Ce qui est très drôle, c'est que tridimensionnel, je ne sais pas si c'est pas la profondeur qui est rajoutée, c'est le temps. En fait, c'est comme une image avec du temps, parce qu'il y a le mouvement de la lumière dedans qui va faire qu'il s'est passé du temps pendant la prise a duré. Et c'est quelque chose d'incroyable, il amène du temps dans la photo. Et le temps, c'est ce qui nous manque toujours quand on peint ou quand on fait des photos, c'est l'élément qu'on n'a pas. On capture une image, mais une durée, on ne la capture pas. Et là, il capturait une émotion d'une sculpture qui est tridimensionnelle dans la durée. Et alors là, moi, c'était un gros flash parce que c'est tout ce que j'aime, quoi. Depuis l'âge de 12 ans, et ça fait très longtemps, je vis une nuit prolongée. Je vis dans les ténèbres. Je vis dans l'obscurité. Donc, mon milieu existentiel, le milieu de mon existence, de mon quotidien, ce sont des ténèbres, c'est l'obscurité. Alors, je ne peux pas faire des photos en plein jour, parce que le plein jour ne m'appartient pas. Mais ce qui m'appartient, c'est le volume, c'est-à-dire, c'est l'infinie richesse des ténèbres, de l'obscurité. Je suis dans les ténèbres, c'est ma demeure, c'est mon pays, les ténèbres, et donc je travaille aussi dans les ténèbres. Voilà, il va apparaître là, comme ça. Je sais qu'il est là, mais bon, maintenant je peux mettre un deuxième. Si pour les gens semble tout ça impossible, c'est pour une raison très simple, c'est que les aveugles à travers l'histoire étaient un peu sont toujours mis dans les ghettos. Et moi, j'essaie de faire les choses que font aussi les autres. Bien sûr, il y a des solutions techniques, et puis il y a la volonté, et puis une résistance, une révolte. Comme j'étais voyant avant, je connais ce monde, je suis toujours dans les deux mondes, et j'essaie de résister, me révolter. C'est pas un trait de caractère, c'est une forme de recherche de liberté. Et le possible, là-dedans se trouve parfois la liberté, mais seulement dans le possible. Dans l'impossible, c'est la prison, c'est les prisons, c'est les oubliettes, l'enfermement. On m'a demandé d'être membre du jury pour un festival en Allemagne qui traite des films sur l'handicap, sur la cécité, sur tout ça. Alors, j'ai déjà été 2 fois dans le jury. J'ai visionné les films, bien sûr, à travers le regard des autres, mais avec mon propre regard. Et bon, j'ai fait mon choix. Mais j'étais aussi une fois membre de jury pour la jeune création vidéaste en Europe, à Aubagne, près de Marseille. Et ce qui était magnifique, c'était les films muets qu'on m'a raconté. Et ce qui était encore plus magnifique, il y avait aussi là un pianiste aveugle, c'était vraiment la subversion, qui improvisait sur les films muets. Donc voilà le paradoxe.
Et je pense que ça commence à devenir un peu normal que les non-voyants s'occupent aussi des films, même si moi j'ai dû payer ça assez cher parce que je suis devant le tribunal en Slovénie, parce que je ne voulais pas faire clown dans un film, accepter de jouer ce qu'ils ont voulu de moi. Mais le cinéma, c'est intéressant, vidéo aussi, je m'occupe un peu. Et bien sûr, il y a la technique qui est problématique parce que ce n'est pas fait pour les non-voyants. C'est très compliqué, il faut détourner, il faut faire les détours, il faut trouver d'autres solutions. Et puis, ce qui est fondamental dans mon travail en tant que philosophe, photographe et tout ça, c'est de dire que tout le monde a le droit à l'image. Bonjour, c'est Aline. Oui, bonjour, enchanté. C'est bon voyage? Oui, ça a été. Parfait. Parfois, pour une idée qui me passe par la tête, je suis prêt à faire un voyage pour réaliser une photo. Je rêve, par exemple, de photographier la tombe d'Antonio Machado, de Goya, comme j'ai fait la tombe de Borges, mais je rêve aussi de photographier un Russe qui n'est pas mort, qui vit toujours, très célèbre, et j'espère peut-être réaliser ce rêve. Alors là, on arrive devant la tombe. Alors, il y a les fleurs sur le devant avec de la verdure, et puis la tombe, la pierre tombale, je vous amène. Un peu plus loin. Alors voilà. Là, il y a la pierre, en dessous, il y a l'inscription. Oui, quoi? Et puis, il y a une gravure avec... Lisez l'inscription. Avec des personnes qui tiennent des outils, en tout cas des armes dans les mains. Voilà, T-Max, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc je ferme. Est-ce qu'il y a un numéro 1 dessus? Non. Oui, ça doit être. Là, oui. Là est-ce que l'objectif est propre? Oui, là c'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà, parfait. Est-ce que vous voyez ma main là? Non, un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Comme ça? Encore un petit peu. Comme ça? Sinon vous n'avez pas le pouce. Comme ça? Là oui, vous l'avez. Oui. Si je montre ma main, s'il y a des photos où je montre ma main, c'est pas parce que je montrais ma main, puisque je serais tellement narcissique de montrer partout ma main, mais ma main, c'est mon regard rapproché. Je ne touche pas. Je n'ai encore rien touché dans ma vie, mais je regarde de près. Et ma main, c'est ce regard rapproché qui va vers les objets, qui va vers l'autre, qui ne touche pas, mais qui regarde de près, parce que je suis atteint tout de même d'une forte myopie, enfin ce qu'on appelle la cécité. Donc c'est ma main qui va en avant, qui regarde, mais qui regarde aussi les lettres et des objets de très près. C'est le regard rapproché. Donc je montre la main aussi pour dire que ce sont des vues tactiles, que ce sont des regards rapprochés et que ce sont aussi des regards érotiques. Érotique, ça veut dire de près, rapproché, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Je voyage partout avec les images qui viennent de ma vallée natale, de ma Slovénie natale, et donc j'essaie de voir tout ce paysage à travers les couleurs et ce que je vis dans mon pays natal. Moi, j'ai choisi Paris pour une raison très simple, c'est que mon pays natal, la Slovénie, n'était jamais en guerre avec les Français, avec la France. Donc c'était un peu le mythe de Paris, une grande ville, l'anonymat de Paris, bien sûr, après il y a aussi les déceptions. J'ai choisi pour ça, pour les contacts. Maintenant, peut-être je pense autrement, mais à l'époque j'étais peut-être un peu naïf. J'ai choisi pour des raisons affectives parce que les guerres sont venues chez nous par les autres et pas par les Français. Donc c'est ma deuxième patrie. Et je tiens à souligner que je suis double national, donc franco-slovène. C'est pour cette amitié pour ce peuple qui nous a jamais envahis. Il y a beaucoup d'endroits à Paris que j'aime. J'aime beaucoup Pont Mirabeau parce que c'est un endroit assez magique. C'est le lieu de la poésie de Guillaume Apollinaire. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce pont. C'est là, tu sais. C'est celui-ci, Birakem.
Birakem, c'est lequel? Nous sommes à Birakem. Non, nous sommes à Birakem, et là, le premier en face, c'est Mirabeau. Mais la statue de la liberté. Là, tu traverses et tu peux te garer là. Chaque fois, si je peux, si je suis à Paris le 9 novembre, je vais sur le pont Mirabeau. Je ne savais pas que ce jour-là, il y a aussi des dates qui sont assez fatales. Donc, il y a... Ici, il y a le P. P. Oui. O. N. Voilà. T. Oui. Plus loin, un peu plus loin, ici, M. Oui. I. Oui. R. R. A. A. P. Oui. Sous le pont Mirabeau Voilà. coule la Seine. A. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Mon père est un violon. Ah là là, mais vous avez des demandes vraiment difficiles. À cette question, si j'étais en voyant, si c'était possible de réaliser, je peux dire que je suis toujours voyant. C'est-à-dire, dans ma mémoire, dans mon être profond, je suis aussi voyant. Je ne suis pas que non-voyant, je suis un peu les deux. Mais ça dépend de quel côté je me situe parfois, un jour ou l'autre. C'est vrai que je suis devenu non-voyant aveugle, comme on dit, à l'âge de 12 ans, mais il y a les deux personnes qui vivent en moi. Si j'étais vraiment physiquement voyant toute ma vie, peut-être je serais un ingénieur, un constructeur, parce que je faisais déjà des choses plutôt militaires, comme enfant, tout ça. Mais j'ai fait aussi des moulins à l'eau, des petites centrales hydrauliques sur les ruisseaux, et des choses comme ça. Bon, ça m'amusait beaucoup. J'ai fait des grenades incendiaires, les fusils, les petits canons, l'appareil à souder à ma façon, des choses comme ça. Donc peut-être je serais ingénieur, je ne sais pas. Et ma profession, je ne sais pas, c'est surtout de réfléchir, d'être philosophe, de réfléchir aussi la photo. Je ne suis pas vraiment photographe, je suis quelque chose photographiant. Je ne suis pas photographe au sens traditionnel du terme. Le destin existe, oui, et c'est très dur le destin, mais parfois il faut le prendre par le cou, résister tant que possible et pas se laisser aller, mais le destin, ça existe. Je crois au destin, je crois aussi aux anges qui sont médiateurs entre le monde visible et invisible. Et puis je crois aussi que la beauté sauvera le monde, comme a dit Dostoïevski. Krasata spasiot mir, je crois à ça aussi, et puis beaucoup à l'amitié, à la complicité, et qu'un jour meilleur viendra aussi pour ceux qui ne participent pas de façon directe au monde visuel, mais par la parole, par la description, par d'autres moyens.